Monsieur Gulbrandsen, mademoiselle Jane Marple vient d'arriver. Jane! Christian! C'est gentil d'être venu. Oh, ce n'est rien. Je vais de toute façon une fois par mois à Londres pour faire quelques emplets. Mais entrez, je vous en prie. Et ce rapport? Il n'est pas encore arrivé, monsieur Gulbrandsen. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous remercie. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez l'air en pleine forme et plus jeune que jamais. Vous savez que ça ne fait guère que 5 ans que nous nous sommes vus pour la dernière fois. J'ai bien peur que ce soit plutôt 15 ans. Comment tant que ça? Mais c'est incroyable. Et comment va notre chère Kerry-Louise? Oh, vous savez comment elle est. Ma belle-mère vit toujours dans son petit monde. Ah, mais c'est une photo de Kerry-Louise. Oui, elle a été prise l'an dernier. Et c'est son nouveau mari? Oh, nouveau, non. Ils sont mariés depuis plus de 10 ans. Mais c'est bien lui, Lewis Sercold. On m'a dit que c'était un homme charmant. Ce qui est certain, c'est qu'il voue un véritable culte à Kerry-Louise. C'est la moindre des choses. Jane. Ça, c'est Mildred, ma demi-sœur que vous devez connaître. Effectivement, je connais Mildred. Bien sûr. Christian, qu'y a-t-il? Comment ça? J'ai l'impression que vous avez quelque chose à me dire, mais que pour une raison que j'ignore, vous ne me dites rien. Si on allait faire un petit tour. Le problème, c'est que j'espérais recevoir un complément d'information aujourd'hui, mais on ne m'a encore rien envoyé. C'est à propos de Kerry-Louise que vous vous inquiétez? Elle n'est pas malade, au moins. C'est précisément ce dont je ne suis pas sûr. Jane, vous serait-il possible de vous libérer quelques jours pour aller sur place? J'ai l'impression qu'en ce moment, elle aurait besoin d'avoir une amie auprès d'elle. Vous ne pouvez pas m'en dire davantage? Non, je veux d'abord être sûr de ce que j'avance. Vous pourriez prendre le train dès demain matin et moi, je vous rejoindrai là-bas dans la soirée. Je vous expliquerai alors ce dont il s'agit. Ah, ce que vous me dites est plutôt inquiétant. Certes, je dois d'ailleurs vous avouer que je suis moi-même très inquiet. Plus que vous ne l'imaginez. J'ai beaucoup d'affection pour ma belle-mère. Je vais rentrer directement chez moi. Ensuite, je lui téléphonerai. Et si tout va bien, je serai là-bas en début d'après-midi. Mais c'est parfait. En arrivant, vous pourriez dire que vous avez été prise d'une soudaine envie de la voir. Je ne tiens pas à l'effrayer inutilement. Il s'agit donc d'une affaire si grave que ça. Oui. Oui, j'en ai peur. Vous êtes bien mademoiselle Marple? Mademoiselle Jane Marple? En effet? Je suis Edgar Lawson. Je suis l'assistant de monsieur Sercold. Il m'a prié de venir vous chercher. Je suis ravie de faire votre connaissance, monsieur Lawson. Et si vous voulez bien me suivre, la camionnette est garée là-bas. Ah, vous êtes encore là? J'ai bien cru que je n'arriverais jamais à temps. Comment s'est passé le voyage? Je parie qu'il a été épouvantable, que vous n'avez pas encore déjeuné et que vous avez une faim de loup. À vrai dire, j'avais emporté quelques provisions avec moi. C'est gentil de vous inquiéter de moi, mais que je sache, on ne se connaît pas. Moi, je vous connais en tout cas et vous êtes toujours aussi adorable. Je m'appelle Gina. Gina. Gina! Ma petite Gina, la fille de Pippa. Oh, je ne t'aurais pas reconnue. Il faut dire que tu n'avais que 9 ans la dernière fois que je t'ai vue. C'est aux obsèques de mes parents, vous vous souvenez? Oui, c'est même depuis qu'ils ont eu ce terrible accident que je n'ai jamais plus voulu voyager en avion. Je vous rassure tout de suite, je vais vous conduire à Stonygate en voiture. Une seconde, Gina. C'est moi qui devais conduire mademoiselle Marple. Tout a été arrangé. Ah oui? Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Si vous tenez à vous rendre utile, ramenez donc la valise. Eh bien, allez-y. J'ai l'impression que tu l'as un petit peu vexé. Je n'ai peut-être pas été très gentille avec lui, mais il commence à m'agacer avec ses airs importants. Oh, je pense que tu es la fille de Pippa. J'aurais dû m'en douter tout de suite en te voyant. Tu es tout le portrait de Pippa au même âge. Elle était extrêmement belle, même étant petite. Vous l'avez connue il y a longtemps? Je ne suis plus toute jeune, tu sais. J'ai connu Pippa, pour ainsi dire, depuis le jour où Kerry-Louise est allée la chercher à l'orphelinat. Le plus drôle dans toute cette histoire, c'est que ils ont adopté ma mère parce qu'ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants et que l'année d'après, ils ont eu tante Mildred. À propos, c'est bien elle qui a épousé un pasteur. Oui, mais il est mort d'un cancer l'an dernier. Oh. Alors elle est revenue à Stonygate où elle passe son temps à se traîner avec des airs de veuve éplorée.
Eh bien... En avant! Tu trouves pas qu'on roule un peu vite? Si! Et c'est grisant, non? Tu me rappelles une fillette qui habite à 2 pas de chez moi. Quand elle faisait de la bicyclette, elle roulait à un train d'enfer. Oh, exactement comme moi. Et juste après son accident, elle a même participé à une course en fauteuil roulant. Mais elle n'est arrivée que 4e. Vous savez, j'ai comme l'impression que vous allez avoir un choc en revoyant Stony Gates. Le mari de Kerry Louise en a fait une vraie prison. Oh, enfin presque, disons un centre de réadaptation pour jeunes délinquants. Le jeune homme qui est venu m'accueillir à la gare, est-il vraiment l'assistant de Monsieur Serocold? Oh, Edgar, il est bien trop bête pour ça. Vous savez pourquoi il s'est fait coffrer par la police? Il disait à tout le monde que son père était le célèbre Sir Laurence Olivier, ou Paul McCartney, ou je ne sais plus qui encore. En fait, Lewis veut leur donner l'impression qu'ils font tous partie d'une grande famille en leur confiant toutes sortes de petits travaux sans importance. Vous trouvez ça raisonnable, vous? Si vous voulez mon avis, un de ces 4, on va tous se faire massacrer par cette bande de sauvages. Gina! Ça va pas, non? Qu'est-ce que je vous disais juste avant que ces sales bêtes se mettent en travers de la route? Tu étais en train de me parler de la vie à Stonegate. Ah oui, eh bien c'est simple, je m'y ennuie à mourir, sauf au club de théâtre. Surtout depuis que j'assiste Steven. Steven? Oh, Steven Restrick, un jeune metteur en scène que Lewis a engagé il y a environ 8 ans pour s'occuper du club de théâtre. Grand-mère l'a plus ou moins adopté. Comment va ta grand-mère? Elle n'est malheureusement plus aussi vaillante, elle a eu de gros problèmes de santé. Mais elle est toujours formidable, c'est grâce à elle que j'ai fait mes études aux États-Unis. Elle est restée aussi coquette qu'une reine de beauté, mais elle a beaucoup vieilli ces derniers temps. Et pour ne rien arranger, elle vient d'avoir une mauvaise grippe. Oh mon Dieu. Tu t'es plu en Amérique? À vrai dire, je ne sais pas très bien. C'est là-bas que j'ai connu Wally. Wally? Oui, mon mari. C'est moi, évidemment. Vous pouvez y aller, Madame Markham. Centre de rééducation. Vous avez un gardien à l'entrée? Oh oui, jusqu'à minuit. Ah, c'est Jérôme Davis, condamné pour exhibitionnisme à Saint-Paul. Après tout, il existe 1000 façons de louer le Seigneur. Oh, si vous saviez comme je suis contente que vous soyez là. Je crois que grand-mère se promène près du lac avec tante Mildred. Oh, vous voulez aller les saluer pendant que je garde la voiture? Oui, on se retrouvera pour le thé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et merci pour la course. Je l'ai trouvée unique. Nous irons faire un tour demain et vous verrez de quoi elle est capable. Maman, tu ne crois pas que tu as fait assez d'exercice pour aujourd'hui? Mais nous faisons cette promenade tous les jours. Sans doute, mais... Mildred, je crois que Mademoiselle Belver sait mieux que quiconque quelles sont mes limites. Oh. À votre âge, mon ami, il serait dommage de perdre un œil. Vous ne croyez pas? Il y a tellement de choses extraordinaires à voir dans ce monde. Oui, madame. Merci, madame. Kerry Louise! Oh, Jane! Tu as l'air en pleine forme. Oh, je t'en prie, Jane. Je suis devenue une vieille dame. Mais pas du tout, pas plus que moi. Oh, je suis sûre que nous sommes toujours aussi jeunes et cervelés qu'il y a 45 ans.
Je suppose que tu te souviens de ma fille Mildred. Mildred. Et voici notre intendante, mademoiselle Belver, qui insiste pour me traiter comme une fleur délicate que le vent pourrait casser. Et tu comprends, elle ignore que je suis toujours aussi jeune et cervelée. Tu as fait bon voyage? Eh bien, le voyage en train était plutôt calme, mais le trajet pour venir de la gare avec Gina... Oh, oui, je sais. Mais dis-moi, ils forment un très beau couple. Wally, c'est bien le nom de son mari. Oui, Wally Markham. Mais ce n'est pas lui que tu vois là. Ce jeune homme s'appelle Stephen Restrick. Voilà, Wally. Hé, c'est ma femme. Non mais qu'est-ce qui te prend? Je t'ai demandé de la laisser tranquille. Non mais dis donc! Non! Wally, arrête! Monsieur Markham est américain. Ça va, Stephen? Allez, lève-toi. Il faut absolument que je te présente mon mari. C'est un homme tout à fait remarquable. Viens, c'est par ici. Terry Joseph est un sujet très consciencieux et je suis sûr que vous trouverez son travail d'une qualité exceptionnelle. Entrez. Ah, bonjour, ma chérie. Je vous envoie une copie conforme de ses diplômes, sous plis séparés. Sincère salutation, Lewis Serocold. Bonjour. Je suppose que vous êtes Jane Marple. Enchanté. Je suis ravi de pouvoir enfin faire votre connaissance. Croyez bien que je le suis également. J'essayais de caser un membre de notre petite famille. Max pense que plus nous traiterons nos garçons comme les membres d'une même famille, plus ils sont à même de prendre des responsabilités. Jane, ma chère, je te présente le docteur Hargrove. Max, voici une de mes amies, mademoiselle Jane Marple. Mademoiselle. Max est un brillant psychiatre et l'inventeur génial des méthodes que nous appliquons. Je vous en prie, ne soyez pas si modeste, Lewis. Vous savez bien que sans vous, cette institution n'aurait jamais vu le jour. Oh, London, c'est vous le cerveau. En ce qui me concerne, je me contente de cultiver certains de leurs dons. Vous ne leur apprenez tout de même pas à forcer des coffres forts. Non, je vous rassure tout de suite. Nous essayons seulement de leur inculquer quelques notions de secrétariat, de comptabilité et d'informatique, grâce auxquelles plusieurs centaines de nos jeunes ont trouvé du travail. Ce que vous faites est admirable. Bon, ce n'est malheureusement qu'un début, mais qui est tout à fait encourageant. Je suis désolé, mais j'ai une réunion du personnel. J'espère que vous voudrez bien m'excuser. À tout à l'heure, j'espère. Oh, Max, ne soyez pas trop sévère avec Timmy Wellcroft pour ce vol de biscuits. N'oubliez pas qu'ils sont en pleine croissance. Je lui ferai part de vos recommandations. Non, alors, votre chambre vous plaît? Nous n'avons hélas pas encore eu le temps d'y monter. Oh, ben je vous y conduis tout de suite. Chérie, tu devrais aller te reposer. Tu as sans doute raison. Merci, mon chéri. Eh bien, allons-y. Oh, quelle chambre ravissante. Oui. Mademoiselle Marple, puis-je vous dire quelques mots? Qu'est-ce qui ne va pas? Il s'agit de ma femme. Je suis extrêmement inquiet. Christian m'a dit la même chose avant que je parte. Vous avez parlé à Christian? Je suis venue ici à sa demande. Il m'a dit que Kerry Louise aurait bien besoin d'une amie en ce moment. Et vous a-t-il dit pourquoi? Il a dit qu'il préférait me l'expliquer en arrivant ce soir. Vous connaissez Kerry Louise aussi bien que moi, je suppose. Vous savez donc qu'elle vit dans un jardin secret où ni le monde, ni sa médiocrité ne peuvent l'atteindre. Elle se complaît dans une réalité qui nous est totalement étrangère. Mais je l'aime néanmoins passionnément. Et je ne voudrais pour rien au monde l'avoir changée. Si elle savait ce que je suis sur le point de vous révéler, elle en serait bouleversée. Christian ne vous a pas menti. Elle a effectivement besoin d'une amie, de quelqu'un qui puisse l'aider et qui puisse m'aider à prendre soin d'elle. Comme vous avez pu le constater, sa santé n'est pas brillante. Je ferai tout ce que je peux. Kerry Louise est quelqu'un de très attachant. C'est vrai. Pourtant, j'ai toutes les raisons de penser qu'un de ses proches est en train d'essayer de l'empoisonner. C'est ainsi que M. Serocold a finalement réussi à convaincre M. Gulbrandsen que l'expérience pilote que nous menons pouvait servir de tremplin à une théorie entièrement nouvelle de la rééducation. Bien sûr, ce n'est encore qu'un début.
L'idée qui est à l'origine de cette expérience est donc bien de vous, docteur. En grande partie, oui. Si vous voulez, au départ, j'ai pensé que pour aider ces jeunes à acquérir respect de soi et confiance en soi, il fallait les traiter comme les membres à part entière d'une communauté et non comme des déviants. Ce que vous oubliez de dire, c'est que ce sont tous des voyous. Ce que vient de dire M. Markham est un parfait exemple de ce que pensent la plupart des gens de l'extérieur. Des gens de l'extérieur. Je suis ici depuis 1 an. Exact. Seulement en 1 an, tu n'as toujours rien appris. Toi, on t'a rien demandé, alors tu la fermes. Mildred, ta mère ne descend pas pour le thé? J'ai pensé qu'il valait mieux qu'elle se repose un peu avant le dîner. Je ferais bien de lui monter ses médicaments. C'est inutile. Je l'ai fait. Le médecin veut qu'elle les prenne à des heures régulières. Eh bien, c'est ce qui s'appelle respirer la bonne humeur. Cet enfant me fait vraiment une drôle d'impression. Il me fait penser à quelqu'un de mon village, mais je n'arrive pas à savoir qui. De toute façon, c'est un cinglé. Vous savez, M. Markham, nous sommes tous un peu fous. Je dirais qu'Edgar est un garçon plutôt brillant. J'ai trouvé qu'il avait très bien joué l'an dernier dans La Souricière. C'est vrai, j'aurais bien voulu qu'il reste. Mais il s'est cru la victime de quelques complots diaboliques quand j'ai donné le rôle de Richard III à un de ses camarades. C'est bien ce que je dis. Il est cinglé. Excusez-moi, mais j'aimerais aller faire un petit tour. Oh, on va faire un peu d'espionnage, tante Jane? Oh, ces jumelles. Non, j'observe les oiseaux. Je suis une passionnée d'ornithologie. Il paraît qu'on trouve pas mal de mésanges à collerette et de coucous dans la région. Tante Jane. Tante Jane. Le garçon qui est en train de tailler la haie. Il a passé 6 mois en maison de correction parce qu'il s'attaquait aux vieilles dames pour leur voler leur sac à main. Vous étiez en train de m'espionner. Moi? Inutile de le nier, vous m'espionnez depuis votre arrivée. Je vous espionne? Oui, vous êtes en train de comploter contre moi. Mais bien sûr que non. Je sais très bien qu'ils veulent se débarrasser de moi. Qui veut se débarrasser de vous? Est-ce que je peux vous faire confiance? Oh, n'ai-je pas l'air d'une personne digne de confiance? Ça vous sert à quoi, ça? Observer les oiseaux. J'ai été trahi. Mais par qui? Par le seul être en qui j'avais confiance. Il veut se débarrasser de moi, mais je ne le laisserai pas faire. Mais qui? Mon père, voyons. L'orphelinat a falsifié ses registres et il m'a inscrit sous un faux nom. Mais je sais qui je suis et il ne va pas tarder à le savoir. Qui est votre père, Monsieur Lawson? Pourquoi cette question? Vous allez le prévenir? Mais non, voyons. Vous ne m'aurez pas comme ça. Ni vous, ni les autres. Je crois que le mieux serait de faire appel à une tierce personne. Oui, sans doute. Vous devez avoir raison. Je déplore d'avoir à prendre une telle décision, mais il le faut. Tout ce que je vous demande, c'est de ménager Kerry Louise. Entendez. Rentrons, voulez-vous? Je monte me changer. Nous reparlerons de tout ça plus tard.
Jane, je vous remercie d'être venue. Vous avez vu ma belle-mère? Bien sûr. Comment la trouvez-vous? Physiquement, je veux dire. Un peu affaibli par la grippe, mais à part ça... Et son état cardiaque? Je ne sais pas, je suppose qu'il est bon. Christian Lewis m'a dit que quelque chose à propos de... Christian! Oh, ma chérie. Christian! Tu as l'air en pleine forme. Un petit truc. Mais je suis ravie que tu le penses. Mais c'est la vérité. Bon, si vous avez une minute, Max, j'aimerais que vous jetiez un œil sur les rapports du personnel. Avec plaisir. Ouais, ils sont très encourageants, vous verrez. Christian, je vous en prie, dites-moi au moins ce qui se passe. Chut. Ah, mademoiselle Belver, j'aimerais envoyer une lettre avant demain, puis j'envoyer un jeune la poster en ville. Mais certainement. Je vous rejoins tout de suite. J'en ai pour une demi-heure au plus. Qu'est-ce qu'il est venu faire par ici, celui-là? On ne le voit pas pendant au moins 6 mois et tout d'un coup, il se pointe 2 fois en 15 jours. Je suppose qu'il a quelques problèmes administratifs à régler avec Lewis. Gulbrandsen est étonnant. Il a l'air qu'un millionnaire devrait toujours avoir. C'est-à-dire? Tiré à 4 épingles, l'air légèrement suffisant, tout est dans l'allure. Pour ce qui est d'avoir l'air suffisant, je crois que vous êtes quitte. Décidément, tu es toujours aussi grossier. Il est vrai que la finesse n'est pas le fort des Américains. Dis donc, tu ne devais pas être à ton théâtre avec ta bande de voyous? Non. Et ce qui est certain, c'est que je préfère encore m'occuper de voyous que de me faire entretenir par une femme. Je dois rentrer chez moi pour terminer mes études. Quand? Quand Gina n'aura plus un sou? Alors là, tu dépasses les bornes. Écoute... Et pour commencer, tu vas arrêter de tourner autour de ma femme. Oh, si vous voulez danser ensemble, ne vous gênez surtout pas pour moi. Quand ces deux-là seront fatigués de se chamailler comme des gamins, ils se décideront peut-être à se conduire en adultes. S'il vous plaît, Madame Sérocold. Faut-il vraiment que je le prenne? On sait bien pour vous faire plaisir. Chérie. Bon, chérie, je crois qu'il vaut mieux que tu ne prennes pas ton remède ce soir. Mais pourquoi? Eh ben, je ne suis pas certain qu'il te réussisse. Mais monsieur le médecin a dit qu'il fallait qu'elle en prenne 4 fois par jour. Oui, mais pour une fois, elle peut bien s'en passer. Oh, encore un court-circuit, quelle installation pourrie. Oh, je vais changer les plombs. Wally est un excellent bricoleur. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Ah, vous êtes là? Oui, naturellement. Et qu'est-ce qui t'arrive? Vous m'avez trahi et vous m'avez fait espionner. Edgar, alors je t'en prie, calme-toi, mon garçon. Hein, tu es énervé. Tu ne sais plus ce que tu dis. Je sais très bien ce que je dis. Vous avez voulu vous débarrasser de moi, n'est-ce pas? Allez, viens. Viens avec moi, hein. On va discuter tous les deux, hein, d'homme à homme. Voulez-vous que je le ramène au dortoir et que je lui donne un calmant? Non, c'est inutile, Max. Il a seulement besoin de parler. N'est-ce pas, Edgar? Quelque chose dépassait de sa poche, de la poche d'Edgar. Dans un film, ce serait un revolver. Vous savez, je crois bien que c'en était un. C'est pas vrai, vous mentez. Je sais que vous êtes mon père. Non, Edgar, tu te trompes. Vous m'avez privé de tout, de mon nom, de mes origines. Edgar, donne-moi cette arme. Ah, je vous fais peur maintenant. Il est cinglé, il va le tuer. Edgar adore Lewis. Il est incapable de lui faire du mal. C'est verrouillé. Je vais chercher Mais mes clés. écoute-moi, tant que tu n'auras pas posé cette arme, on ne pourra pas parler. Ouais, si je la pose, vous la ramasserez. Pas si bête. Ça vient du dehors. Sans doute le bruit d'une voiture qui démarre. Edgar, c'est le docteur Hardgrove. Ouvre cette porte. Mais ne vous inquiétez pas, Max, je contrôle la situation. Vous êtes sûr? Mais naturellement, Edgar aura tôt fait de revenir à la raison, il n'est pas stupide. N'est-ce pas, Edgar? En tout cas, je ne le suis pas assez pour lâcher mon arme. Mais à quoi ça te servirait de me tuer? À ça! Oh mon Dieu. Edgar! Edgar, ouvre cette porte! Edgar! Oh, chérie. C'est fini, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe? Edgar a essayé de tuer Lewis. Je vais appeler la police. Oh, c'est inutile, mademoiselle Belver. Ça va mieux, chérie? Oui. Bon, Max, venez, je vous prie.
Le coup est parti tout seul, j'avais pas l'intention de le tuer. Mais c'est mon revolver. Tu m'as volé mon revolver? J'ai rien volé du tout. Je ferais bien de le mettre en lieu sûr. Allez, lève-toi, mon garçon. Je vais te donner quelque chose pour dormir et tu vas aller te coucher. J'ai téléphoné à la police. Ils seront là dans quelques minutes. Je vous avais dit de ne pas le faire. Edgar n'est pas un criminel. Peut-être, mais en tout cas, il y a un criminel ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis navrée, madame, mais Monsieur Gulbrandsen a été assassiné. Je viens de le trouver mort d'une balle dans la tête. Christian. Je suis désolé, ma chérie. Je sais à quel point tu l'aimais. Si seulement j'avais pu t'épargner cette épreuve. Nul ne peut épargner quoi que ce soit, à qui que ce soit. Que cela nous plaise ou non, il faut faire face à la réalité. D'après ce que nous savons pour l'instant, M. Gulbrandsen a été abattu à bout portant. Vraisemblablement avec un pistolet de calibre 38. Ce que vous avez pris pour le bruit d'un moteur, Madame Serocold, était sans aucun doute celui du coup de feu qui l'a tué. Au moment où ça s'est passé, M. Serocold se trouvait dans son bureau, en compagnie du jeune Edgar Lawson, qui menaçait de le tuer. C'est-à-dire qu'à l'exception de M. Markham et de Mlle Bellever, vous êtes tous restés dans cette pièce jusqu'à ce qu'on découvre le corps. L'un de vous a-t-il quelque chose à ajouter? Je crois que si vous n'avez pas besoin de Mme Serocold pour l'instant, elle pourrait peut-être aller se reposer un peu. Je regrette, mais c'est impossible, Mlle Marple. Mlle Bellever, pour quelle raison êtes-vous allé voir M. Gulbrandsen? J'ai pensé qu'après la tentative de meurtre de M. Lawson sur la personne de M. Serocold, je me devais de lui expliquer d'où venaient les coups de feu qu'il avait dû entendre. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, Edgar ne voulait pas m'assassiner. Et s'il a tiré, c'est par accident. Non, je vous demande pardon, monsieur, mais il a quand même réussi à loger une balle dans 2 de vos livres. Mais je n'ai pas été touché. Sans doute, mais vous auriez pu l'être. Dites-moi, monsieur Restrick, vous étiez au piano. Combien de temps avez-vous joué? Vous voulez savoir si j'ai accompagné ce petit duel d'un gracieux obligato sur le thème de la fatalité et de la mort? Non. J'ai arrêté quand l'engueulade a commencé. Je n'aime pas la compétition. Bon, je suis désolé, mais j'ai affaire. Si vous avez besoin de moi, je suis au théâtre. Mais enfin, à quoi ça rime, toutes ces questions à la con? Vous pouvez me le dire, franchement? On est entouré d'au moins 200 voyous complètement détraqués. Et c'est nous que vous venez interroger. Ce qu'il dit n'est pas faux. Il y a au rez-de-chaussée une porte de service qui donne sur le hall et qui reste ouverte jusqu'à ce qu'on aille se coucher. N'importe qui pourrait se glisser par là et entrer. N'ayez pas peur, nous envisagerons toutes les possibilités. En attendant, j'aimerais interroger chacun d'entre vous individuellement. À propos, y a-t-il une pièce dont je puisse disposer? Vous pouvez vous installer dans mon bureau. Je vous remercie infiniment, monsieur. Si vous le voulez bien, nous commencerons par Mademoiselle Marple. Inspecteur, il serait bon, je crois, que je vous voie le premier. Votre tour viendra, monsieur Serocold. Je vous en prie. Quand on y pense, c'est inimaginable. Qu'est-ce qu'un meurtrier peut avoir dans la tête? Comment un individu peut-il supprimer quelqu'un? Je sais qu'on commet des meurtres continuellement. Pas aussi souvent que le cinéma ou la télévision le laisserait supposer. Mais tout de même, d'ailleurs, les journaux sont pleins de crimes de toutes sortes. Et comme en principe ils disent la vérité, bien que je me demande quelquefois s'ils n'inventent pas quelques-unes de ces histoires, pour éviter de lasser certains lecteurs fatigués d'entendre toujours parler de la princesse Diana ou de l'Irlande du Nord, ou même de football. À propos de football, j'ai comme l'intuition que Liverpool va gagner. Pas vous? Vous pouvez cesser de jouer la comédie, Mademoiselle Marple. Mais quelle comédie? Depuis que vous êtes entrée ici, vous n'avez cessé de jouer le rôle de la petite vieille émotive qui débarque de Sainte-Mary-Mead. Mais je suis émotive, c'est dans ma nature. Je suis de petite taille, c'est vrai, et plutôt vieille, malheureusement. Mais je ne vois pas ce que mon cas d'exceptionnel. D'ailleurs, je ne comprends pas très bien ce que... Au fait, qui vous a dit que j'étais de Sainte-Mary-Mead? Asseyez-vous, mademoiselle, je vous en prie. Et il se trouve que j'ai un ami qui habite votre village, l'inspecteur Blacker. Il me parle très souvent de vous, d'ailleurs. Ah.
Oui, et il dit que vous êtes une enquiquineuse, obstinée et agaçante. Je peux vous assurer, inspecteur, Mais que d'un autre côté, vous êtes quelqu'un qui ne manque ni d'intuition, ni de flair, et de bougrement utile, si vous me permettez l'expression. Cela dit, je tiens à vous signaler que ceci est une enquête tout ce qui est de plus officiel et qu'en conséquence, je ne tolérerai en aucun cas qu'on s'en mêle. Je ferai de mon mieux pour ne pas gêner, je vous le promets. Blacker vous a également qualifié de faussement coopérative. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de cette regrettable affaire? Eh bien, tout d'abord, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de feuille de papier. Je veux dire sur la machine. Il était assis à ce bureau comme s'il était en train de taper une lettre. Pourtant, il n'y avait aucune feuille sous le rouleau de la machine à écrire, ce qui m'a un peu étonnée. Surtout que mademoiselle Belver m'a elle-même dit qu'il y avait une feuille de papier quand elle a découvert le corps. En fin de compte, je crois que monsieur Serocold avait raison. À quel propos? C'est à lui que vous auriez dû parler en premier. Il pourra peut-être vous éclairer à propos de cette feuille. Monsieur Serocold, voulez-vous venir un instant, je vous prie? Ah, au fait, qu'est-ce que c'est que ça Oh, une utopie, j'en ai peur. La maquette de l'institution idéale. Ouais, une communauté qui serait totalement autonome. Qui sait? Peut-être qu'un jour elle se fera. Mademoiselle Marple pense que vous pourriez avoir quelques informations à me communiquer. Je vous remercie, Mademoiselle Marple. Oh. Non, je vous en prie, votre présence ne me gêne pas. Vous êtes déjà au courant de presque tout ce que je vais dire. Bon, eh bien, qu'est-ce que vous allez dire, monsieur? Christian Gudbrandsen a été assassiné parce qu'il devait savoir qui est en train d'essayer de lentement et froidement empoisonner ma femme. Empoisonner votre femme? Oui. Et quand il est venu, il y a de cela une quinzaine de jours, il a remarqué que son état de santé s'était détérioré. En fait, ce que nous avions tous pris pour les symptômes d'une mauvaise grippe, à savoir les crampes et les douleurs abdominales dont elle souffrait, était, d'après lui, vraisemblablement le résultat d'un empoisonnement à l'arsenic. À l'arsenic? Est-ce qu'il vous l'a dit tout de suite? Non, non. Il m'a appelé il y a quelques jours. Il avait emporté quelques pièces à conviction pour les faire analyser. Oui, un verre et des aliments, il me semble. Mais toujours est-il que lorsqu'il est arrivé ce soir, il m'a dit qu'il détenait la preuve que ses soupçons étaient fondés. C'est exact. Je le sais parce que j'ai surpris une conversation entre M. Gudbrandsen et M. Serocold. Je suis vraiment désolée, mais vous parliez... Bon, bah bien, reprenons. Est-ce que M. Gudbrandsen vous a dit qui était le coupable? Non, je ne sais même pas s'il le savait. Mais le meurtrier a dû se croire démasqué. Et vous ne savez pas quelle preuve il pouvait avoir? Non. Mais il n'y a qu'une chose que ma femme soit la seule à avaler. C'est son remède. J'ai réussi de justesse à l'empêcher d'en prendre ce soir pendant le dîner. J'enverrai le brigadier Lec le porter en ville pour le faire analyser. Oui, j'aimerais également vous remettre ceci. C'est la lettre que Christian était en train de taper lorsqu'il a été tué. Je l'ai retirée de la machine à écrire. Si ce que disait mademoiselle Belver était vrai, il était effectivement le seul à avoir pu retirer cette lettre. Qui est ce Galbraith? L'évêque de Cromer. C'est un vieil ami de Christian et de ma femme, ainsi qu'un des administrateurs de la fondation. Monseigneur, sauf impossibilité de votre part, je vous serais obligé de bien vouloir venir à Stonygates au reçu de cette lettre. Des événements d'une extrême gravité se sont produits, j'avoue ne pas savoir comment y faire face, ou si notre chère Carrie Louise doit en être informée. Pour être bref, je dirais que j'ai de bonnes raisons de croire que cette innocente et délicieuse femme est en train d'être lentement empoisonnée. J'ai commencé à avoir des soupçons quand la lettre s'arrête là. C'est là qu'on a dû le tuer. Alors, d'après vous, pourquoi le meurtrier aurait-il laissé cette lettre sur la machine? Aucune idée. Peut-être ne s'est-il pas rendu compte de l'importance de son contenu. Ou peut-être n'a-t-il pas eu le temps de la lire, qu'il a entendu quelqu'un venir et qu'il n'a eu que le temps de s'échapper. Puis-je vous demander, inspecteur, de ne pas souffler mot de toute cette histoire à ma femme? Vous ne croyez pas qu'il serait dans son intérêt qu'elle soit prévenue? Oui, vous avez sans doute raison. Mais mademoiselle Marple pourra vous le dire, ma femme serait affreusement choquée si elle apprenait qu'un être qui lui est cher essaie de la tuer. Comment qui lui est cher? Mais vous semblez oublier qu'il y a plus de 200 délinquants à Stonygates. Inspecteur,
Bon, je sais que je suis loin d'être un spécialiste en la matière, mais il me semble que pour empoisonner quelqu'un lentement, il faut faire partie de la famille. Oui, ou encore du personnel. Si vous voulez parler de Steven, de Max ou des quelques domestiques que nous avons, je ne vois franchement pas quel pourrait être leur mobile. Qui sont les héritiers testamentaires de Kerr et Louise? Mademoiselle Marple, je vous en prie. Oh, désolée. Oui. Qui sont les héritiers testamentaires de Madame Serocold? Ou bien à peu près tout le monde, j'en ai peur. Même Mademoiselle Belvert et Stephen Restrick bénéficieront de legs assez importants. Quant au centre, il reviendra naturellement à la fondation. Mais en tant qu'époux, c'est vous qui toucheriez la plus grosse part? Non. Non, voyez-vous, il y a 4 ans, Kerr Louise m'a fait don d'un tiers de sa fortune personnelle. Autrement dit, je ne compte plus parmi ses héritiers. Et je vois. Donc, à la seule exception de vous et de Mademoiselle Marple, toutes les personnes qui l'entourent ont une bonne raison de tuer votre femme. Allons, laissez partir ce couple pacifique. S'il ne s'en était allé si vite, je mourrais de rire. De toutes les folles unions, celle-ci n'a pas sa pareille. Madame, quelle opinion avez-vous de votre sœur? Je pense que c'est une folle assortie d'un fou. Ronnie, tu es censé être une jeune femme, pas un cochon qu'on est en train d'égorger. Je pense que c'est une folle assortie d'un fou. Je lui garantis Petruccio et Catherine. Chers amis et voisins, si la mariée et le marié nous manquent pour remplir leur place à table, vous savez que la bonne chère ne manque pas à la fête. Lucentio, vous occuperez la place du mari, et Bianca prendra celle de sa sœur. La charmante Bianca s'essaiera donc à faire la mariée. Certainement, Lucentio. Allons, messieurs, partons. Bon, ça suffit pour aujourd'hui, les gars. On se retrouve demain soir à 7h précise. Steven? Oh, tu arrives bien à propos. On parlait justement d'une folle assortie d'un fou. Ronnie vient de m'annoncer qu'il ne veut plus porter de robe. Qu'est-ce qu'on va faire? Bianca ne peut tout de même pas arriver en pantalon. Maudit soit Ronnie et Bianca. Suppose qu'un des gamins revienne. Eh ben, il apprendra à rouler un patin. À mon avis, ils le savent déjà. Mais tu pourras leur faire un cours sur les subtilités de l'amour. Je te remercie du conseil, mais je t'en prie, ne le répète pas devant ton homme de Néandertal. Tu as peur qu'il te casse la figure? Pire que ça. Après tout, c'est peut-être lui, l'assassin. Là, tu exagères. Il est peut-être un peu impulsif, mais je le crois incapable de tuer qui que ce soit. Mais tu n'en es pas certaine. De toute façon, ça ne durera pas. De quoi tu parles? De toi et Wally. On ne peut quand même pas dire que vous soyez faits l'un pour l'autre. C'est bien simple, il n'arrête pas de râler. Oui, je sais. Lui qui était si amusant. C'est incroyable ce qu'on peut changer. Et est-ce que j'ai changé, moi? Dieu merci. Toi, tu es toujours le même. Tu te souviens quand je revenais ici pour les vacances et que je te suivais partout? Oui, je me souviens aussi que je te trouvais stupide et mal élevé. Et c'était vrai. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. À présent, tu fais de moi tout ce que tu veux. Oui, je sais. Et j'adore ça. Faut que j'y aille. À tout à l'heure. Monsieur Restrick, je suis venue vous dire que l'inspecteur Curry voudrait vous parler, à vous comme à tous les autres d'ailleurs. Oh, on se croirait vraiment dans un théâtre. Lewis l'a fait construire il y a 8 ans. En tout cas, l'acoustique y est excellente. J'ai toujours pensé que la délinquance était en grande partie due à un besoin d'exhibitionnisme, à un besoin de s'affirmer en s'identifiant à un héros, et que le théâtre pouvait canaliser ses besoins vers des voies plus constructives. En fait, mon rêve, ce serait de posséder mon propre théâtre à Londres. Malheureusement, c'est un projet quelque peu coûteux. J'ai fait du théâtre, moi aussi, dans un club de théâtre et de jardinage pour le 3e âge. Ce qui me surprenait toujours, c'est de voir les plus timides sortir de leur coquille. Le club a malheureusement dû fermer quand M. Mancroft s'est enfui avec une désouvreuse bénévole. Qui est là? Je reviens tout de suite, mademoiselle Marple. Un des gamins doit être en train de rôder par là et ça me dit rien de bon.
Va-t'en. Va-t'en, tâche damnée. Va-t'en, dis-je. 1, 2. Eh bien, il est temps de le faire. L'enfer est peuplé de ténèbres. Fi, monseigneur, fi, et un soldat à avoir peur. Et pourquoi redoutez-vous donc tant qu'on le sache, puisque nul ne peut demander à notre puissance d'en répondre? Qui donc aurait pu croire que le vieil homme eût encore tant de sang dans le... La clémence est une vertu qui s'exerce sans contrainte. Elle tombe, telle une douce pluie de la voûte céleste. Sur le lieu qu'elle domine. Au moment où on essayait d'assassiner Mademoiselle Marple, Monsieur Sérocold était avec moi et Madame Sérocold s'était déjà retirée. La question est donc de savoir où chacun de vous se trouvait. Se trouvait donc vers 22h30. Je lisais dans la bibliothèque. Toute seule? En général, on lit seul, inspecteur. Non, je suis désolé si mes questions vous blessent, mais le fait est qu'il y a un assassin parmi vous. Il s'agit peut-être d'un accident cette fois. Vous savez, le matériel n'est pas de première jeunesse. Quand bien même il le serait, une corde coupée est une corde coupée. Il ne fait aucun doute que cette corde l'a été. C'est exactement ce que je craignais. À mon avis, le coupable ne peut être qu'un de ces voyous. Enfin, je veux dire, qui parmi nous pourrait vouloir tuer Tante Jane? Qui a pu vouloir tuer votre frère? Monsieur Astric, j'ai cru comprendre que vous étiez dans les parages. Pas tout à fait. J'avais cru entendre quelqu'un dans les coulisses. Alors je suis allé voir et il n'y avait personne. Alors j'ai décidé de jeter un coup d'œil dehors. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu un grand bruit et je suis rentré. Et vous n'avez vu personne entrer ou sortir? Non, mais il y a 2 autres portes derrière la scène. Et personne ne vous a vu entrer ou sortir non plus? Non, en effet, personne. Inspecteur, je me trouvais dans mon bureau à l'école et personne ne m'a vu non plus. Savez-vous où était Edgar Lawson? Au lit, en train de dormir, je lui avais donné un puissant sédatif après son petit numéro de braquage. Et vous, monsieur Markham, où étiez-vous? Je me baladais du côté du lac. Seul, évidemment. Oui. Moi, j'étais dans notre chambre, seule. Eh bien, avec ça, je ne suis pas très avancé. Je crois que le problème est qu'aucun de nous ne pensait avoir besoin d'un alibi. À l'exception du coupable. Je sais que vous ne m'avez rien demandé, mais j'étais avec Madame Sérocold dans sa chambre. Elle est restée éveillée? Non, elle a un peu dormi. Eh bien, ça sera tout pour aujourd'hui. Et nous reprendrons tout ça demain matin. D'ici là, tâchez de passer une bonne nuit. Ah, j'oubliais. Je ne voudrais surtout pas vous inquiéter outre mesure, mais je ne saurais que trop vous conseiller de verrouiller vos portes. John, je te trouve étonnante. Hier soir, tu échappes de justesse à un assassin, et ce matin, tu es fraîche comme une rose. Le fait de ne pas être tué est, je crois, un bon stimulant. Si j'étais à la place de l'inspecteur, j'enfermerais Wally et je lui ferais tout avouer, quitte à employer la force. Mildred! Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je suis désolée, mais c'est ce que je pense. Pourquoi? D'abord parce qu'il est le seul à ne pas vraiment faire partie de la famille. Après tout, il n'habite ici que depuis l'été dernier. Et puis, c'est un Américain. Et comme tous les Américains, il est violent, ce qui n'a rien d'étonnant si on pense au temps qu'il passe à regarder les pires horreurs à la télévision. Et de plus, il est visible qu'il nous déteste tous les uns autant que les autres. Et puis, n'oubliez pas qu'il possède des armes. Mais ce ne sont que des armes de compétition. Mais quelle raison aurait-il pu avoir de tuer votre frère? Je ne sais pas, moi. Christian avait peut-être découvert quelque chose à propos de son passé. Après tout, il vient de Chicago, et rien ne prouve que ce n'est pas un gangster. Je dois reconnaître qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts pour s'intégrer et participer à notre vie de famille. Et qu'apparemment, il ne s'intéresse pas le moins du monde à ce que nous faisons. Excusez-moi, Madame Sérocold, mais on vient de livrer ceci pour vous. Oh, merci. Une boîte de chocolat. J'adore recevoir des cadeaux. Oh, c'est de la part de Stephen, comme c'est gentil à lui. Jane? Oh. Bonjour. Ah, Stephen, Kerry Louise aimerait vous remercier pour les chocolats. Les chocolats? Quels chocolats? Ceci, on vient de livrer.
avec votre carte. Ça ressemble vaguement à mon écriture. Mais hélas, cette délicate attention ne vient pas de moi. L'un de vous a-t-il vu l'inspecteur Curry ce matin? Il est avec le docteur Hargrove dans la bibliothèque. Je crois qu'il serait plus sage que je les prenne. À le voir, on croirait qu'il y a une bombe dans cette boîte de chocolat. Je suppose que après ce qui est arrivé, Lewis préfère se montrer prudent. Vous croyez vraiment que c'est le moment de jouer au tennis? Vous devriez avoir honte. Votre oncle est mort et vous ne portez même pas son deuil. Ma chérie, ils n'ont sans doute pas apporté de vêtements de deuil avec eux. Après tout, ils ne pouvaient pas savoir ce qui allait se passer. Christian était mon frère, ou du moins mon demi-frère. Je trouve qu'on pourrait quand même respecter sa mémoire. Ne le prenez pas comme ça, voyons. J'aimais beaucoup mon oncle Christian, mais j'ai horreur de porter du noir. C'est peut-être une couleur qui convient très bien aux dames de compagnie ou aux domestiques, mais... Je n'en attendais pas moins de ta part. Allons. Tout ceci n'a guère d'importance. Croyez-moi. Mais si, c'est important. Mon frère est mort. Seulement, tout le monde s'en moque ici. Et quant à toi, il faut toujours que tu prennes leur défense. Et moi, j'ai toujours tort. Et j'en ai assez. En somme, n'importe qui a pu empoisonner ce remède ou tuer M. Gulbrandsen. Nous devrions, je crois, concentrer notre attention sur le mobile et avant tout chercher à savoir à qui profiterait la mort de Kerry Louise. Oh, à tout le monde. Ça, je le sais. Steven pourrait ouvrir son propre théâtre à Londres. Mais Juliette Belver aurait alors assez d'argent pour pouvoir se retirer. Et c'est elle qui donne son remède à Madame Serocold. Quant aux Markham, ils n'ont pour ainsi dire pas de ressources. Et s'il y a une femme qui a des goûts de luxe, c'est bien elle. Et lui ne serait certainement pas mécontent de pouvoir emmener sa femme loin d'ici, avant qu'elle ne s'entiche d'un autre jeune premier. Quant à cette charmante et délicieuse Mildred, elle toucherait bien sûr la plus grosse part du gâteau et pourrait cesser à tout jamais de jouer les aides infirmières auprès de sa maman. Vous savez ce que je me demande? Non, mais moi, ce que je me demande, c'est qui a pu envoyer ces chocolats qui, soit dit en passant, étaient empoisonnés. J'en étais sûre. Mais ce que moi je me demande, c'est comment l'assassin a pu avoir une telle chance. Si Edgar Lawson n'avait pas perdu la tête, notre attention n'aurait pas été attirée par ce qui se passait dans le bureau et on aurait peut-être vu l'assassin quitter le salon. Mais ce qui laisserait supposer que le jeune Lawson en sait sans doute beaucoup plus qu'il ne veut bien le dire. Après tout, l'assassin l'a peut-être payé pour créer cette petite diversion. Qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que je vais aller observer les oiseaux. Non, pardon? Je viens d'en voir passer un devant la fenêtre. Il s'agit, je crois, d'une variété très rare de coucou. De coucou? Eh bien, à tout à l'heure. Une variété très rare de coucou. Mais parfaitement. Je le trouve même plutôt romantique. J'ai bien cru que je ne pourrais jamais me libérer. On a mis un temps fou à remettre les projecteurs en place. Mais pourquoi le labyrinthe? Ça fait très roman d'espionnage, mais enfin... Tu sais très bien pourquoi. On n'a pas besoin de s'afficher en public tant que rien n'est décidé. Quoi? Tu ne crois tout de même pas que nos réputations sont en jeu? Écoute, ce que je veux savoir, c'est quand tu vas demander le divorce à Wally pour m'épouser. Tu pourras m'offrir le même train de vie? T'inquiète pas, je me débrouillerai. Et si Wally refuse de divorcer? Ça, c'est son problème. Toi, tu as tout à gagner d'un divorce. Une femme doit passer au moins une fois par un échec conjugal. C'est un stade nécessaire comme la puberté. Ton mari est une brute pleine d'ardeur. Ce que les femmes adorent, mais dont elles se lassent très vite quand elles doivent la subir à longueur de journée. Crois-moi, ma petite Gina, avec moi, ta vie deviendra un étonnant tour de magie. Eh bien, il va falloir que j'y réfléchisse un peu. Bien sûr, mais ne réfléchis pas trop. Tu sais que je t'adore. Tu ne trouveras pas de meilleure partie.
Vous pouvez vous montrer, tante Jane. Ce n'est pas la peine de vous cacher, je sais que vous êtes là. Alors, notre petit numéro vous a plu? Je n'ai pas pu faire autrement que d'entendre. Vous n'avez pas pu faire autrement. Dites plutôt que vous nous espionnez. Comme au théâtre hier soir. Steven m'a dit que vous avez probablement entendu toute notre conversation. J'étais seulement venue assister à la répétition. Et aujourd'hui, vous êtes venu admirer les arbres. Je suis désolée, Gina. Alors, quel est le verdict? Jézabel? Une Jézabel ou une traînée? Je ne suis pas là pour te juger. Tout ce que je sais, c'est que tu as un mari qui t'aime et qui t'admire profondément. Dis plutôt qu'il me traite comme une vache sacrée. Vous croyez que c'est ce que je veux? Je ne sais même pas si tu sais ce que tu veux. Peut-être que je veux tout. Comme tout le monde, d'ailleurs. Peut-être que je veux que tous les hommes qui me rencontrent soient amoureux de moi. Ou tout simplement ma liberté et suffisamment d'argent pour en jouir. Et comment penses-tu obtenir tout ça? Oh, j'empoisonnerais peut-être grand-mère pour toucher l'héritage. Gina. Je ne suis plus une enfant, tante Jane. Et je sais parfaitement pourquoi Lewis a empêché grand-mère de prendre son remède et de toucher à ses chocolats. Et je sais aussi ce que vous croyez. Et qu'est-ce que je crois? Que je serais tout à fait capable d'assassiner quelqu'un. Et c'est vrai, d'ailleurs. Je ferais n'importe quoi pour avoir ce que je veux. D'ailleurs, rien ne m'empêchait de tuer oncle Christian. Vous étiez tous tellement absorbés par le petit numéro d'Edgar que je pouvais très bien m'éclipser en douce, abattre le vieux et revenir parmi vous comme si de rien n'était. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Je ne dis que la vérité. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'on ne pourra jamais le prouver. Mais vous êtes un excellent tireur. Si le flic s'en aperçoit, je suis foutu. On me foutra en tôle. Et j'y moisirai toute ma vie. D'ailleurs, je suis le suspect numéro 1. C'est l'inspecteur Curry qui vous l'a dit? Non, mais c'est évident. J'ai fait sauter les plombs. J'étais sorti quand le type s'est fait zigouiller. Ouais, c'est de mon flingue que le gosse s'est servi. Et pour ne rien arranger, je suis américain. Vous voyez ce que je veux dire? Mildred pense que vous êtes un gangster. Ah oui? Et c'est peut-être vrai. Je suis sûre que non. Je suis déjà allée à Chicago. J'ai rencontré des gens vraiment charmants. Bon, c'était certainement pas des membres de ma famille. Ils ne sont ni charmants ni respectables. Cela n'a pas l'air de gêner Gina. À l'époque, non. Mais maintenant, on dirait que tout la gêne. Depuis qu'on est arrivé, on dirait que c'est une autre personne. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné aux États-Unis pour terminer vos études? Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire. Mais elle avait tellement envie de rester ici. Alors moi, j'ai dû m'en accommoder. C'est peut-être là qu'était l'erreur. À qui le dites-vous? C'est à peine si je la vois maintenant. Elle est toujours fourrée avec ce théâtre à la con. Tenez, qu'est-ce que je vous disais? Vous devriez vous mêler de ce qui vous regarde. De ce qui me regarde? Mais c'est ma mère. Sans doute, mais c'est moi qui suis chargée de la soigner et je suis certainement plus capable que vous de le faire. La seule chose dont vous soyez capable, c'est d'être arrogante et mal élevée. Si vous voulez bien m'excuser, c'est l'heure de sa promenade. Oh! Tante Jane. Je suis vraiment désolée, mais on m'a dit qu'il restait un peu de thé ici. Je hais cette femme. Il est vrai qu'elle est un peu zélée. Et maman n'écoute qu'elle. Elle se laisse mener par le bout du nez. Excusez-moi, je vais ramasser les morceaux. Mildred, j'aurais aimé que nous puissions discuter un peu toutes les deux. Avec tout ce qui s'est passé, je crois que le climat ne s'y prêtait guère. Oui, c'est vrai.
Je suis navrée de ce qui est arrivé à ton frère. J'ai l'impression que vous êtes bien la seule à l'être ici. Les autres se moquent même de savoir qui l'a tué. Oh, on m'a dit que tu venais aussi de perdre ton mari, ce que j'ignorais. Oui, il était malade depuis plusieurs années. J'imagine que ça a dû être très dur pour toi. Dur? Non, pas du tout. C'était un homme admirable. J'ai été heureuse de pouvoir lui apporter un peu de réconfort à la fin de sa vie. Bien sûr, mais... Vous savez ce que c'est de se sentir utile à quelqu'un? Vraiment utile? Il a fallu que je me marie pour le savoir. Avant, je passais mes journées ici, à rester seule dans mon coin, exactement comme maintenant. Ta mère tient à toi beaucoup plus que tu ne le crois. C'est sans doute pour ça qu'elle invite tous ces parasites et qu'elle fait tout pour me rayer de sa vie. Ce que tu dis est totalement injuste. Le thé dans la cuisine? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que la solution se trouve dans cette pièce. J'en suis même sûr. Vous vous souvenez de rien d'autre à propos d'hier soir? Non, de rien d'autre. Reprenons tout point par point. Bellever et Markham avaient quitté le salon. Ils sont donc l'un comme l'autre susceptibles d'avoir tué Gulbrandsen. Restrick était assis au piano, Madame Markham était par là-bas. Ils pouvaient donc l'un comme l'autre s'éclipser en douce. Quant à cette chère Mildred... Elle n'aurait pas tué son propre frère. Vous croyez ça, vous? Savez-vous que la police a quelques doutes quant à la façon dont son mari est mort? Il avait un cancer. On vit parfois des années avec un cancer. De plus, lorsque le pasteur est mort, aucun médecin n'a constaté le décès. Et elle s'est débrouillée pour le faire incinérer dès le lendemain matin. Vous la croyez coupable? Je soupçonne tout le monde dans cette maudite maison. Tenez, prenez par exemple votre amie Gina. Saviez-vous que sa mère avait été adoptée? Oui, c'est Pippa. Oui, mais savez-vous qui était sa propre mère? Je veux dire la mère de Pippa. Frances Ellsworth. Quoi? L'actrice qui a empoisonné son mari à l'arsenic? Oui, et qui fut condamnée et pendue en 1943. Franchement, ça ne vous laisse pas un peu songeuse de savoir que la grand-mère de Gina a autrefois été reconnue coupable d'empoisonnement à l'arsenic? Quelle famille, hein? Bah, en tout cas, ils ont des goûts plutôt curieux, hein, en matière de musique. Shostakovich, Tchaïkovski, Rachmaninoff. Bah, il n'y a rien que des Ruskov, là. Oh, je vous en prie, brigadier. Ah, bah voilà qui est mieux. Le Largo de Handel. Clair de lune. Et la 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 la. Inspecteur, venez voir. Restrick était assis là hier soir. Hein? On l'a peut-être placé là plus tard. Oui, mais Restrick comptait peut-être l'enlever plus tôt. Allons lui demander. Vous restez là, vous. Oh, pardon. Mademoiselle Bellever. Savez-vous où est Monsieur Restrick? Oh, je regrette, mais il est parti. Il est... Comment ça, il est parti? Il a fait ses bagages et il a quitté la maison il y a 1 heure environ, mais il n'a pas dit où il allait. Franchement, je n'arrive pas à y croire. Tu prétends que quelqu'un est en train de m'empoisonner? Je voulais te le cacher aussi longtemps que possible. Mais avec tout ce qui est arrivé et la fuite de Steven... Tu étais déjà au courant, Jane? J'étais au courant. Mais enfin, ça ne peut pas être vrai. C'est impossible. Je me rends compte à présent que je vis en dehors de toute réalité. Depuis déjà un certain temps. Je crois que je vais aller me reposer maintenant. Si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient. Oh, inspecteur, venez voir ici. Comment trouvez-vous ce salon? Son décor, veux-je dire. Ah, un peu lourd et étouffant. Même mastoc. Mais imaginez qu'on soit dans un théâtre. Les rôles sont tenus par des acteurs de talent.
qui sont soit sur scène, soit dans les coulisses. Le rideau élevé, chaque accessoire est à sa place. On éteint les lumières et la pièce commence. D'un côté, ils entrent et de l'autre, ils sortent. Tout y est. Intrigue, coup de théâtre, dénouement, tonnerre d'applaudissements et enfin baissée de rideau. Qu'est-ce que vous en dites? Je crois, si vous permettez de dire ce que je pense, que vous êtes en train de devenir aussi marteau que les autres habitants de cette maison. Cela dit, au cas où vous seriez intéressé, je vous signale que Stephen Restrick vient d'être interpellé descendant d'un train à la gare de Paddington et qu'on va le ramener ici. Est-ce qu'il a dit pourquoi il avait pris la fuite? Il affirme qu'il n'a pas du tout pris la fuite, mais qu'il en avait tellement assez de cet endroit qu'il a décidé d'aller s'installer à Londres. Croyez-vous que ce soit la vérité? C'est un beau mensonge, voilà ce que c'est. Vous pensez que Stephen est l'assassin? Je le souhaite de tout mon cœur. Oui, de tout mon cœur. Manifestement, tu es très jaloux de Stephen. Tu ne crois pas que j'aurais des raisons de l'être? Ce n'est pas de sa faute si j'aime le théâtre et que je tire une immense satisfaction de mon travail. Seulement de ton travail? Tu es sûr de ne rien oublier? Ta remarque est déplacée et vulgaire. Peut-être. Seulement en attendant, je sais que si tu es venu me rejoindre au lieu de t'occuper de son putain de théâtre, c'est parce qu'il s'est tiré. Ne sois pas ridicule. Je passe presque tout mon temps avec toi. Alors là, Oh, excusez-moi. Entrez, je vous en prie. Non, il faut... Si, restez, je veux que vous entendiez ça. Mais Si, j'aurais besoin d'un témoin si on divorce, de quelqu'un qui sache comment il me traite. Oh, je t'en prie, hein, Gina. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Aurais-tu honte de vider ton sac devant Tante Jane? On reprendra ça plus tard. Ah non. Soit tu me dis ce que tu as à me dire tout de suite, ou pas du tout. Et ne t'inquiète surtout pas pour Tante Jane. Elle est certainement déjà au courant de tout ce que tu pourrais me dire. Très bien. Très bien. Ce que j'étais sur le point de dire, c'est que j'en ai marre de moisir ici. Et que j'en ai marre de toi. Non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Et dans le fond, c'est normal, puisqu'on ne savait pratiquement rien l'un de l'autre quand on s'est mariés. Ni de notre passé, ni du milieu dans lequel on avait été élevés. La seule chose qui comptait pour nous, c'est l'amour qu'on éprouvait l'un pour l'autre. On a quand même passé du bon temps ensemble. Hein, tu ne peux pas dire le contraire. Oui, c'était pas mal. Pas mal, je ne sais pas ce qu'il te faut, c'était sublime, oui. Et tu le sais, c'est depuis qu'on est ici que rien ne va plus entre nous. Je veux dire, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à me traiter comme un pestiféré. Ce que tu dis est absurde et ridicule. Ah oui? Oui. C'est possible. Mais en attendant, j'ai décidé de rentrer chez moi. Je vais finir mes études de médecine et je m'installerai comme médecin aux États-Unis. Je vais enfin pouvoir vivre ma vie. Dans ce cas, ne compte pas sur moi pour te suivre. Parce que je n'ai ni l'intention ni l'envie de te revoir. Je me demande même comment j'ai pu être assez bête pour t'épouser. Mais ne t'inquiète pas, je vais demander le divorce et je l'obtiendrai. Quant à toi, tout ce que je te souhaite, c'est de te trouver une bonne et brave petite idiote tellement chiante que tu te rendras peut-être compte de la chance que tu avais de m'avoir. Très bien, c'est parfait ça. Comme ça, on sait exactement où on en est. Oui, et t'es perdant. Je suis sincèrement navrée. Oh. À présent, excusez-moi, mais il faut que je monte chez Kerry Louise. Oh, maman, je ne savais pas que tu étais occupée. Je t'en prie, entre. Nous étions en train de bavarder de choses et d'autres. Je voulais seulement te demander de m'excuser pour l'attitude que j'ai eue ce matin. Ne t'inquiète pas, tu es tout excusée. Est-ce que tu veux que je te monte un plateau? Du thé ou autre chose? Merci, tu es gentille, mais Mademoiselle Bolivar est en train de faire le nécessaire. Ah oui, bien sûr. J'oubliais. Oh, mon Dieu, que faire? J'ai l'impression qu'elle est tellement malheureuse. Mildred me rappelle une certaine Mary Alice Pitt qui habitait autrefois près de chez moi. Elle a passé 20 ans à soigner son père infirme et le jour où il est mort, tout le monde a dit elle va enfin pouvoir faire ce qu'elle veut et disposer de sa vie comme elle l'entend. Elle avait envie de voyager. Mais pour son premier voyage, elle décida d'aller chez une vieille tante, en Cornouailles. Malheureusement, lorsqu'elle arriva, la tante venait de tomber gravement malade, si bien qu'elle lui proposa de la soigner, juste pour quelque temps. C'était il y a 5 ans et pour autant que je sache, elle y est encore. C'est vrai? C'est vrai. Mais vois-tu, je crois que de soigner les malades est ce qu'elle faisait le mieux et avec le plus de plaisir.
Certaines personnes sont ainsi. J'imagine que si tu me racontes cette histoire, ce n'est pas par hasard. Est-ce que je me trompe? Je peux raconter ça comme ça. Pendant que j'y pense, tu n'aurais pas une paire de ciseaux à ongles par hasard? Des ciseaux à ongles? Pourquoi des ciseaux à ongles? Je sais que je vais te paraître ridicule, mais est-ce que tu pourrais me donner quelques petits morceaux de tes ongles? Mais que vous voulez que j'en fasse? Que vous les analysiez. N'avez-vous pas une espèce de laboratoire d'analyse ici? Si, mais enfin, je ne vois pas très bien. Eh bien, j'ai cru comprendre que si on procédait à une analyse des ongles de Carrie Louise, on pourrait savoir exactement quel poison on lui a donné. Oui, à votre place, je ne perdrai pas mon temps avec ça, mademoiselle. Oh, vous savez, j'ai tout mon temps, docteur. Eh bien, pas moi. Surtout pour des absurdités. Vous savez très bien que ce ne sont pas des absurdités. Bon, je m'en occuperai demain matin. Merci. Et maintenant, vieille fouineuse, tu vas me dire tout ce que tu sais. À votre place, je ne m'amuserai pas avec ça. Ah, un guet-apens. Maintenant, ôtez-vous de là. Allez, mettez-vous de ce côté. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Restez où vous êtes. Sinon, je la tue. Sans hésitation. Vite! N'approchez pas. Passez par le parc et essayez de l'arrêter au portail. Ça va, mademoiselle? Ça pourrait aller beaucoup mieux, Ah, ben, merci. venez. Ouvre le portail. Allez, grouille. Maintenant, tire-toi. Tire-toi! Rendez-vous, Hargrove! Plus rien pour lui, inspecteur. Oui. Et ben voilà une affaire réglée. Pas tout à fait. Je crois malheureusement qu'il y a encore un meurtrier dans cette maison. Restrick refuse toujours de dire pourquoi il a filé. Et prétend tout ignorer du revolver qui se trouvait dans le tabouret du piano. À part ça, j'aimerais bien savoir ce qui vous a mis sur la piste de Hargrove. Je me suis tout à coup rappelé à qui Edgar me faisait penser. C'est pas tout à fait la réponse que j'attendais. Non mais tu peux pas faire attention, espèce de sale voyou. Allez, au revoir. On ne peut pas dire que vous ayez l'esprit de la maison. Eh ben, l'esprit de la maison, comme vous dites, commence à me porter sur système. Quand allez-vous appeler Londres? Vous croyez que les bureaux Gulbrandsen sont Il ouverts? faut que nous sachions ce que Christian était venu faire, ne serait-ce que pour trouver le mobile. Celui de Hargrove? En partie. En fait, c'est très compliqué. Oui, ben si vous nous expliquiez un peu, je pourrais peut-être comprendre. Plus tard, c'est promis. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'Edgar est le pivot de tout. Enquiquineuse, obstinée et agaçante. Hein. Je commence à croire que Blacker avait raison. Vous oubliez qu'il a ajouté bougrement utile. Oui, c'est bon. Alors, je vais demander à Lake de m'amener le jeune Lawson pour l'interroger. Oui. Non, mais c'est pas vrai. Allez. Vous avez l'air bien étonné. Il faut dire que je le suis. À vrai dire, moi aussi. Je n'arrive même pas à me l'expliquer. Mais après notre petite engueulade d'hier, je suis montée dans notre chambre, j'ai fait claquer quelques portes, cassé quelques objets.
Et ensuite, j'ai essayé de réfléchir à ce que je voulais vraiment dans la vie. Être avec Wally? C'est incroyable, non? En fait, si je l'ai épousé, c'est parce que j'admirais en lui sa force et son enthousiasme pour tout ce qu'il faisait. Seulement, quand on est arrivé ici, il m'a semblé tout d'un coup très terne. Jusqu'à hier, c'est sans doute pour ça que j'ai finalement refusé de partir avec Steven. Quand cela s'est-il passé? Oh, hier matin, avant que Wally me dise mes 4 vérités. Quand j'y pense, il était merveilleux. Il avait l'air du héros d'un de ces vieux films de cow-boy. Ou d'une pièce de Shakespeare. Je me suis vraiment conduite comme une mégère. Je préfère encore le rôle de mégère à celui d'une Jézabel. Qu'est-ce qu'on attend là? Allez, il y a coup franc les mecs là. Oh, vous déconnez là, mais vas-y, passe la main. Allez, vas-y, au revoir. Vas-y. Allez, mais passe le ballon. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Allez, tire, vas-y. Oui. Pas mal. C'était logique. Ouais, allez. Oui, je vois. Il y a 4 ans. Oui, je comprends. Est-ce que vous pourriez m'en envoyer une copie? Très bien, c'est ce que je vais faire. Merci infiniment, madame. Mais c'est ce que vous pensiez. Oui, à peu près. Ben, je commence à comprendre où vous vouliez en venir. Ah, monsieur Lawson. C'est vous donc. J'ai quelques questions à vous poser. Je vous ai dit tout ce que j'avais à dire. Je l'ai pas fait exprès, le coup est parti tout seul. Tu mens et je ne suis pas dupe. Maintenant, tu vas me dire qui t'a branché sur ce coup. Je sais même pas de quoi vous me parlez. T'as fini de me prendre pour un con, oui? Quelqu'un t'a donné un flingue et t'a dit de menacer M. Serocold avec... C'est pas vrai! Nous savons que ce quelqu'un est aussi l'assassin de M. Goldbrandsen. C'est faux. Nous savons que tu es son complice, Lawson. Alors écoute, si tu dis la vérité, on essaiera d'être indulgent avec toi. Je ne sais même pas de quoi vous me parlez. 20 ans de tôle, mon petit vieux. Voilà ce qui t'attend. On te jugera exactement comme si tu étais l'assassin, c'est ça que tu veux? Reviens, Lawson! C'est pas con, Lawson! Allez, reviens! Reviens, Lawson! Brigadier! Faites le tour! Ne le laissez pas filer! Edgar! Cette barque est complètement pourrie! Elle va couler! Edgar! Au secours! Donne-moi! Lec, revenez! Oh non, 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 monsieur Serocold, non. Je vous en prie, pas vous. Aidez-moi plutôt à pousser la barque. Je sais pas nager! Je sais pas nager! Au secours! Au secours! Aide-moi! Je le trouve pas, inspecteur! Eh ben replongez, continuez à le chercher! C'est inutile, inspecteur! J'y vois rien, l'eau est trop boueuse! Je n'ai plus qu'à envoyer une équipe pour le repêcher. Je suis désolé, monsieur Serocold. Et maintenant, que fait-on? Vous croyez toujours qu'Edgar était le fil conducteur de tout ça? Je le pense, oui.
Eh bien, voilà un fil qui ne nous conduit plus nulle part. Certes, nous essaierons d'avancer par nos propres moyens. Et je dois avouer que, lorsqu'elle m'en a fait part, j'ai d'abord émis quelques doutes. Mais après vérification, j'ai dû admettre que sa théorie tenait très bien le coup. J'ajouterai qu'ayant reconstitué le scénario, il me semble que c'est maintenant à elle d'entrer en scène. Mademoiselle Marple. Oh, c'est précisément de cela qu'il s'agit. De la scène, de théâtre, d'illusion. Ou plutôt d'illusionniste, jouant avec des glaces pour tromper son public. Mais avant d'aller plus avant, il me reste un point à éclaircir. Steven, vous avez filé parce que Gina ne voulait pas de vous et que vous n'aviez plus qu'une idée, c'est de vous réfugier le plus loin possible d'ici pour panser vos plaies. Est-ce que je me trompe? Ce point étant éclairci, j'évoquerai maintenant le problème de l'empoisonnement de notre chère Kerry Louise. L'empoisonnement? Mais de quoi est-ce que vous parlez? Certains parmi vous l'ignorent encore, mais toute l'enquête sur le meurtre de Christian est depuis le début basée sur l'hypothèse selon laquelle quelqu'un serait lentement en train d'empoisonner Kerry Louise. Nous pensons en effet que Christian avait dû découvrir l'identité de ce quelqu'un et que pour le faire taire, celui-ci l'avait assassiné. Mais c'est ridicule. Je veux dire, pourquoi voudrait-on empoisonner maman? Nous avions des raisons de croire à un empoisonnement. D'abord à cause de son mauvais état de santé, ensuite parce qu'elle présentait tous les symptômes d'un empoisonnement à l'arsenic. M. Serocold lui-même nous a d'ailleurs dit que M. Gulbrandsen lui avait fait part des soupçons allant dans ce sens-là. Enfin, parce que dans la lettre trouvée sur la machine de M. Gulbrandsen, il expliquait comment il avait découvert qu'on tentait de l'empoisonner. Et en fait, nous avons trouvé nous-mêmes du poison dans son remède ainsi que dans les chocolats qui lui avaient été livrés. Et on l'a donc bien empoisonné. Pas nécessairement. Si on y réfléchit, ces malaises pouvaient être exactement ce qu'ils semblaient être, le résultat d'une simple grippe. Et aussi, hélas, du poids que les années font peser sur chacun de nous. Quant à la lettre qu'on a retrouvée sur la machine, elle pouvait très bien avoir été écrite non pas par Christian, mais par l'assassin. Et pour ce qui est de l'arsenic dans son remède et dans les chocolats, il pouvait avoir été introduit ensuite, dans le seul but de nous convaincre qu'il y avait un empoisonneur dans la maison. Alors en fait, grand-mère n'a jamais été empoisonnée? Jamais, fort heureusement. Mais si on ne l'empoisonnait pas, me direz-vous, qu'est-ce qui, en fin de compte, a bien pu conduire Christian à venir ici? Inspecteur? Oui. Eh bien, il y a quelques heures, j'ai appelé le bureau de M. Gulbrandsen. Et j'ai appris que la veille du jour de son arrivée, il avait reçu un relevé de la situation financière de Stonygates. Faisant apparaître un certain nombre d'importantes irrégularités, il a donc fait appel à un commissaire aux comptes pour qu'il tire une situation financière définitive. Et sur le conseil de Mlle Marple, j'ai de mon côté examiné d'un peu plus près les différents dossiers. C'est ainsi que nous avons découvert qu'il y a 4 ans, M. Gulbrandsen avait, au nom de la Fondation, rejeté un projet proposé par Dr. Hargrove, visant à créer un centre de jeunes délinquants totalement autonome. La maquette se trouve d'ailleurs dans le bureau de M. Serocold. Oui, c'est vrai, et alors? Et alors je pense, et le relevé de la situation financière définitive me le confirmera sans doute, je pense que durant ces dernières années, quelques dizaines de millions de livres ont été détournés de la Fondation Gulbrandsen, dans le seul but de réaliser ce projet. Je trouve révoltant qu'on s'attaque ainsi à un mort. Je vous en prie, monsieur Serocold, asseyez-vous. Mlle Marple a encore quelques informations édifiantes à nous rapporter. Le docteur Hargrove devait penser que ce nouveau centre lui permettrait de devenir célèbre en tant que psychiatre. On s'imagine mal ce dont les gens sont capables pour atteindre la gloire. Mais vous n'allez tout de même pas me dire qu'il serait allé jusqu'à commettre un meurtre? Si, je le dis. Il a tenté de me tuer à 2 reprises. Une première fois avec les projecteurs du théâtre. Il a dû juger plus prudent de se débarrasser de moi. Et il a essayé une deuxième fois quand vous lui avez apporté les petits morceaux d'ongles. En voilà un qui avait de la suite dans les idées. Il savait en effet que l'analyse de ces morceaux d'ongles de Kerry Louise ne prouverait qu'une chose, c'est que Kerry Louise n'avait jamais avalé 1 gramme de poison et que s'il n'y avait pas eu empoisonnement, nous serions tôt ou tard amenés à découvrir la vraie raison de la visite de Christian, le détournement. Vous voulez dire qu'Hargrove a tué oncle Christian parce qu'il allait l'accuser de détournement? Non, le docteur Hargrove n'a pas pu le tuer. Il était au salon quand on a entendu le premier coup de feu. Oui, c'est vrai, il y était. Il a même crié quelque chose à Lewis à travers la porte. Et vous lui avez répondu que vous contrôliez la situation, vous vous rappelez? Oui, parfaitement. Mais alors, si le docteur Hargrove n'a pas tué mon frère, qui l'a tué?
Une autre personne pour qui ce centre était aussi devenu une obsession. Celle-là même qui est à l'origine de cette histoire d'empoisonnement et du détournement et dont les agissements m'ont amené à conclure que le meurtrier ne peut être que vous, Monsieur Serocold. Mais c'est ridicule. Quand Christian a été tué, je me trouvais dans mon bureau avec un revolver sous le nez. Vous étiez tous au salon. Vous avez dû nous entendre. C'est vrai, mais nous n'avons rien vu. Ah, mais quelle différence la fait-il? Oh, une grande différence, Monsieur Serocold. Ce qui m'a tout d'abord mis sur votre piste, c'est qu'Edgar me faisait penser à quelqu'un, mais je ne savais pas qui. Et tout d'un coup, je me suis rappelé qui c'était. Un certain Leonard Whaley, dentiste de son état. Son père aussi était dentiste, mais avec l'âge, ses mains s'étaient mises à trembler. Alors, bien entendu, ses patients décidèrent d'aller se faire soigner chez son fils, ce qui rendait le vieil homme très malheureux. Léonard se mit alors à jouer les ivrognes. Il s'aspergeait de whisky, marchait en titubant et tenait des propos incohérents. Il était en effet convaincu que tous ses patients retourneraient chez son père, alors que le premier venu aurait pu deviner ce qui allait se passer. Tous les patients se tournèrent vers un autre dentiste, Monsieur Reilly. Le plus curieux, c'est que j'ai souvent pensé que Léonard n'était pas un ivrogne très convaincant. J'avais le sentiment qu'il en faisait trop, exactement comme Edgar en faisait trop dans tous les rôles qu'il jouait. Pour sa défense, je dirais qu'en acceptant de jouer son dernier rôle, il s'est mis au service du seul être qui lui paraissait le mieux correspondre à l'idée qu'il se faisait d'un vrai père. C'est-à-dire vous, Monsieur Serocold. Nous savons tous qu'Edgar appartenait au club de théâtre et qu'on pouvait compter sur lui pour tenir son rôle honnêtement. Si bien que le soir de votre soi-disant scène avec Edgar, vous vous êtes glissé hors du bureau, vous avez couru jusqu'à la chambre de Christian et vous l'avez abattu. Pendant qu'Hargrove et Edgar s'appliquaient chacun à tour de rôle à réciter leur texte en alternance avec votre voix préenregistrée. Je sais que vous possédez un magnétophone. Quant aux trous faits par les balles dans vos livres, ils étaient exactement là où aurait dû être votre tête, Monsieur Serocold. Autrement dit, si vous étiez resté assis au bureau, Edgar n'aurait pas pu vous manquer. Et j'ai idée que lorsque nous aurons fouillé cette maison de fond en comble, nous trouverons sans doute les gants dont vous êtes servis pour la battre avec de la poudre dessus. Et que si nous examinons la machine de M. Gulbrandsen, nous y trouverons vos empreintes. Et que la situation financière définitive... Mais où allez-vous? Bien. Maintenant que je n'ai plus de carte en main, je pense que vous seriez peut-être intéressé par la bande que j'ai utilisée. Elle est dans mon bureau. Brigadier Lake, faites attention. Mon revolver est resté dans son bureau. Suivez-le. Oh, ne vous inquiétez pas, inspecteur. Je suis sûr qu'il n'essaiera pas de s'échapper. Il a déjà réussi à filer une fois par là, madame. Dois-je vous le rappeler? Non, je vous en prie. N'entrez pas. Malheureux, mais lorsqu'un idéaliste se transforme en fanatique, il en arrive à ne plus savoir très bien distinguer le bien du mal. Mais je suis sûre que ce n'était pas un méchant homme, au fond de lui-même. La cause qu'il défendait était juste. Et il n'a pas hésité à risquer sa vie pour sauver Edgar Lawson de la noyade. Je sais. Et je sais aussi qu'il m'aimait de tout son cœur. Et aussi que je l'aimais. Et que je l'aimerai toujours. Tante Jane, il me semble que je vous dois aussi quelques remerciements. Maman vient de me dire que c'est grâce à vous qu'elle a renvoyé Mademoiselle Belvert. Oh, merci, à bientôt. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu as fait pour découvrir la vérité. À vrai dire, c'est toi qui m'as permis de découvrir la vérité. Moi? Sans vouloir t'offenser, la plupart des gens disent de toi que tu vis dans une sorte de monde imaginaire et en dehors de tout contact avec la réalité. Je suppose que ça doit être vrai.
Non. Je sais maintenant que tu étais la seule ici à pouvoir distinguer l'illusion de la réalité. Tu comprends, tu paraissais si sûre que personne ne pouvait vouloir t'empoisonner que j'en suis venue à repenser la réalité, ou du moins ce que nous croyions tous être la réalité. Et après que j'ai réussi à admettre que tu n'étais pas en train d'être empoisonnée, d'un seul coup, tout est devenu très clair. Vous êtes prête, tante Jane? Oh. Oh. Ne t'inquiète pas, Jane. Dina m'a promis d'être prudente et de conduire doucement. Je crains de m'être trompée. En fin de compte, je crois que tu n'es pas du tout en contact avec la réalité. Dépêchez-vous, sinon vous allez rater votre train. Tu sais, j'ai enfin trouvé à quelle personne de mon village tu me fais penser. Lucy Bond. Non, taisez-vous, je ne veux pas savoir. Je ne sais pas, mais vos petites comparaisons ont toutes quelque chose d'empoisonné. Au fond, vous êtes un drôle d'oiseau. Je les ai cueillis pour vous, parce que vous me rappelez ma vieille maman.